Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve en ce mardi, le 16 août 2022, pour une vidéo bien spéciale. Et je suis accompagné cette semaine par ma collègue Kim Dupont. Bonjour Kim, comment ça va? Bonjour Pierre-Philippe, ça va très bien, toi? Ça va merveilleusement bien pour plusieurs raisons. De un, on fait une vidéo ensemble. Et de deux, aujourd'hui, on parle de quelque chose de bien spécial. Pour les gens qui nous regardent en vidéo et qui ont un œil attentif, ils peuvent voir dans le background de Kim des livres qui sont positionnés de manière un peu stratégique. Et je peux vous les montrer aussi ici de manière plus globale. Nous allons vous parler de Spelljammer Adventure in Space, qui est en fait le nouveau triptyque, le nouveau coffret vendu par Wizards of the Coast pour la 5e édition de Donjons Dragons, qui se divise, comme on le dit, en 3 ouvrages. Un livre plus comme pour les joueurs et les maîtres de jeu sur les règles, un bestiaire ainsi qu'une aventure, et en complément, comme on peut voir aussi encore dans le background de Kim qui est déployé, un petit maître DM Screen, un écran de maître qui est spécifique à Spelljammer. Mais avant toute chose, avant de se plonger dans cette décortication, je ne sais pas si c'est un vrai mot, de ce nouveau trio de qui arrive, parce qu'elle doit être habituée de m'entendre dire des mots qui n'existent pas. Donc, avant de plonger, bien sûr, dans vraiment ces 3 ouvrages, il y a aussi la question de qu'est-ce que Spelljammer? Eh bien, Spelljammer, c'est un setting de Donjons Dragons qui a fait son apparition lors de la 2e édition et qui, en fait, envoyait cette fois-ci les personnages non pas dans un donjon humide, mais bien plutôt dans l'espace. Parce que oui, c'est en quelque sorte l'espèce de science fantasy où on va pouvoir aller explorer des nouvelles planètes, des nouveaux mondes, un vide stellaire, des nouvelles créatures qui habitent dans des mondes inhospitaliers. Mais attendez-vous pas à ce que ce soit comme de la grosse science-fiction à la Interstellar ou à la Star Trek. Là, on est vraiment plus dans une espèce de Flash Gordon, comme ils disent eux-mêmes dans l'ouvrage, que c'est inspiré par ça en quelque sorte, espèce de science fantasy pulp comique des années 30. Fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là que est créé Spelljammer, ou du moins a été créé à la base, et que dans cette tangente qui est pris pour cette nouvelle mouture adaptée à la 5e édition. Es-tu hâte, Kim, qu'on en jase? Oui! Pour commencer, on va en fait débuter avec l'ouvrage qui est vraiment spécifique pour les maîtres de jeu ainsi que les joueurs. Il s'agit du Astral Adventure Guide, donc le guide pour l'aventurier astral ou pour les aventuriers astrales. Dans le fond, qu'est-ce que ça comporte? Eh bien, en termes de vraiment pour pouvoir découper le livre en plusieurs parties, il y a une petite introduction qui met encore une fois, on va dire, la table sur qu'est-ce que Spelljammer et qui met de l'avant aussi les différentes terminologies qui sont utilisées dans l'ouvrage, qui sont expliquées pour pouvoir dire, ben, ça veut dire ça, c'est quoi le Wild Space, c'est quoi, dans le fond, la Astral Sea, c'est quoi la mer astrale, des choses comme ça. Et aussi également des petites pistes de scénario pour pouvoir lancer vos aventuriers dans une aventure très à la Spelljammer. Mais tout de suite après, on saute dans le chapitre 1, qui est en fait la création de personnages. Dans celle-ci, il y a non pas des nouvelles classes, il n'y a pas de nouvelles sous-classes qui sont proposées, il y a des nouveaux backgrounds qui sont spécifiques à Spelljammer. Entre autres choses, il y en a un qui est vraiment plus spécialisé comme étant quelqu'un qui a dérivé dans l'espace puis qui a un contact avec une entité suprême cosmique, alors que l'autre, c'est vraiment plus dans l'optique de dire on a, en quelque sorte, on a grandi dans des vaisseaux spatials, des choses comme ça. Bref, c'est vraiment des backgrounds qui sont spécifiques pour Spelljammer, mais tout de suite après, on bondit dans les races qui sont, entre autres choses, il y a c'est pas vraiment des sous-races, même s'il y a comme maintenant des Astral Elf, mais c'est vraiment des races à part entière, aussi des autognomes, des espèces de gnomes un peu rochers, pas rochers, mais mécaniques. Bien sûr, les gifs qui sont des classiques de AD&D qui sont dans forme des espèces d'hippopotames, des singes planeurs, qui m'aiment bien, les Adesi. Après ça, les plasmoïdes qui sont les plaxmols, c'est-à-dire des oozes, des flageoleurs, pas des flageoleurs, mais des cubes gélatineux qui ont en fait développé une intelligence propre et qui maintenant prennent des formes humaines. Et finalement aussi les tricrines. Les tricrines qui est un gros classique de la chaîne que je suis content de voir arriver officiellement, même si je suis surpris que ça soit dans Spelljammer. Je me serais attendu à une affaire comme Dark Sun, mais pour en fait mes recherches, il y avait des tricrines dans Spelljammer, la 2e édition. Fait why not coconut, comme on dit. Mais c'est vraiment, à l'enfant, en fait, c'est ça. Des nouvelles races,
pas de nouvelles sous-classes, des nouveaux backgrounds, des nouvelles races qui prennent la tangente qui est proposée dans Tasha, c'est-à-dire pas de bonus aux caractéristiques, plutôt c'est vous qui décidez où est-ce que vous les mettez. Et chacune d'entre elles a aussi des petites particularités, entre autres choses, comme juste pour le mentionner, par exemple, les elfes astrales, ben, ils peuvent changer de spécialité dans une compétence à chaque long rest qui leur permet une espèce de transe astrale, qui leur permet de pouvoir changer de spécialisation dans une compétence, ce que je trouve personnellement excessivement fort. Mais belle richesse, belle nouveauté. J'apprécie beaucoup, en fait, justement, la diversité qui est proposée. Mais outre des races, outre, on fait dire, des backgrounds et tout ça, après le chapitre 1, c'est le chapitre 2 qui parle, en fait, maintenant de... Comment mener une aventure dans le monde astral? Donc, le chapitre 2, qui est, à mon avis, vraiment le cœur du livre, présente toutes les mécaniques de ce plan astral-là. Donc, on commence par décrire vraiment comment fonctionne la vitesse, comment fonctionnent les bulles d'air, comment on survit dans l'espace et comment fonctionne la conduite de vaisseau spatial. Donc, Spelljammer, ce sont les chauffeurs, pas les capitaines, là, mais les pilotes. Les pilotes de navire, ça se dit en tout cas. Anyway. Donc, c'est ça. C'est toute cette mécanique-là, comment fonctionne la gravité, donc les plans gravitationnels, comment un vaisseau plus grand attire dans sa gravité ou du moins impose sa gravité à un vaisseau plus petit qui n'a pas nécessairement le même angle. Donc, on est toutes dans ces mécaniques-là. On comprend aussi qu'est-ce que le plan astral, comment ça se marie au monde et aux univers qui existent déjà dans Donjons Dragons. Donc, c'est vraiment lié tous les différents univers, que ce soit... parce qu'il y en crée 2 aussi dans l'aventure, on en parlera tantôt. Mais voir ça comme des galaxies. Donc, Faerun, c'est, imaginez ça comme une galaxie. Donc, il y a une Terre, il y a de prendre des astres, des lunes, des choses comme ça. Et quand on dépasse les limites de la galaxie, on traverse le voile argenté et on tombe dans la mer astrale. Là où on ne vieillit plus, où on ne manque plus jamais d'oxygène, où on n'a jamais faim. Et ça nous permet de naviguer vers d'autres univers, comme ça, vers d'autres galaxies qui existent déjà dans Donjons Dragons, ou ça nous permet aussi d'avoir des conflits avec d'autres navires ou de découvrir des carcasses d'anciens dieux ou des météorites sur lesquels se sont établies des villes. Donc, c'est un univers en soi, mais qui donne aussi un lien avec tous les autres univers qui sont déjà créés dans Donjons Dragons. Donc, comme j'ai dit, il y a un paquet de règles. Si vous avez envie de pêcher dans l'espace, il y a une petite table qui explique comment faire. Et comme j'ai dit, ça explique aussi donc comment on navigue ces grands vaisseaux-là dans l'espace, donc avec un trône. Et on tombe dans la partie vraiment il y a 2 nouveaux sorts dans Spelljammer. Celui pour créer des bulles d'air, pour être capable de respirer dans l'espace s'il y a de quoi, et un pour créer un Spelljammer Helm, qui appelle Spelljamming Helm, qui est le trône pour naviguer notre vaisseau. Et donc, c'est vraiment les 2 sorts qui existent. Et ça explique comment fonctionne le livre, ce trône-là et les différents objets magiques qui existent. Le trône, une espèce de carte hologrammique de navigateur et un saut de poisson pour se promener dans l'espace. Oui, donc c'est pas mal ça. Ensuite, il y a toutes les règles, les mécaniques liées à l'équipage, comment fonctionne l'équipage, parce que dans le vaisseau, il y a, Pierre-Philippe en parlera, mais il y a des armements, des armes pour se défendre, mais ça prend plusieurs personnes pour les faire fonctionner. Et comment fonctionne aussi le combat entre navires. Donc, si vous voulez vraiment faire vraiment comme des pirates, là, des combats entre navires dans l'espace, il y a des mécaniques pour savoir comment ça fonctionne, comment ça marche quand on s'échoue, on pourrait dire, et comment que le vaisseau se répare. Ce qui nous mène aux différents types de vaisseaux qui sont nommés. Donc, il y a en tout, si je ne me trompe pas, 16 vaisseaux différents. Je te laisse
Nous parler de ces 10 vaisseaux-là, Oui, Pierre-Philippe. ben écoute, comme tu le mentionnes si bien, il y a 16 ou 17, on dirait que je suis comme plus sûr maintenant. Là. On dirait que tout le temps, on dirait qu'à chaque fois que j'ouvre le livre, il y a comme un vaisseau de plus ou un vaisseau de moins, ça change à chaque fois. Mais oui, comme tu le dis, il y a, on va dire 16 vaisseaux pour l'instant, je vais me tenir à ça, 16 vaisseaux différents qui prennent en fait une très, très grosse partie de l'ouvrage. En soi, on s'entend, les livres chaque livre qui est proposé dans cette espèce de boîtier-là fait environ 64 pages. Et là, les 16 vaisseaux, ben, ils font plus que 30 pages à eux seuls pour le livre en fait, pas d'aventure, mais le guide pour les aventuriers astrales. Et de ce fait, il y a vraiment pour toutes les saveurs. Toutes les saveurs. Chaque vaisseau possède en fait sa classe d'armure, ses points de vie, ce qu'on appelle un damage threshold, c'est-à-dire à partir de combien de dommages il peut prendre avant de commencer comme à fendre sur lui-même. Là. Ensuite, bien sûr, sa vitesse de croisière, son cargo, l'équipage qui est à l'intérieur, en fait, le nombre d'équipages qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir utiliser les armes. Parce que si je ne me trompe pas, Kim, dis-moi si je me trompe, mais au final, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un gros équipage pour pouvoir manipuler un vaisseau, mais tout de même, tu as besoin de l'équipage pour pouvoir en fait manipuler les armements qui sont dessus, ou du moins les différentes technologies qui apportent un plus que juste le fait de se déplacer au travers de l'espace avec le dit vaisseau. Et les différents vaisseaux, ben, il y a des très connus qu'on a déjà vus auparavant dans d'autres aventures, comme le fameux Nautiloïde, qui est comme le vaisseau des flageoleurs mentales, parce que ceux-ci sont très, très, très implantés dans Spelljammer. Mais il y a vraiment aussi d'autres choses qui vont du très classique à la manière d'un galion volant, genre littéralement comme un galion le plus classique, renaissance-esque, mais qui vole dans l'espace, à un vaisseau qui a de l'air d'une gigantesque un gigantesque moustique avec un gros derrière rempli de sang qui s'appelle le Night Spider, en fait, qui est une grosse araignée. Et ce vaisseau-là me fait absolument très peur. Et chaque vaisseau possède aussi également son plan. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve très, très cool parce que autant je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aborder, on va dire, de développer sur plein d'aspects de Spelljammer, autant tout ce qui tourne les plans de vaisseau et tout ça, on s'entend que ça prend quand même un petit côté un peu plus mathématique qui vient peut-être pas moins facilement à tout le monde. Donc, chaque vaisseau possède son visuel, on va dire, sa décortication selon ses différents niveaux. À quoi est-ce qu'il est utilisé? Il est utilisé par quelle espèce? Et il y a des vaisseaux qui sont tellement gros que ça pourrait littéralement être un donjon. Là. Vous pouvez explorer ça à la manière de... Pour vrai, je me vois comme une espèce de bataille, un combat, le vaisseau à vaisseau, est-ce que tu finis par embarquer dans l'autre vaisseau, puis là, il y a des placements qui se font entre les cases. Là. Donc, je trouve ça complètement fou. Fait que pour ça, je pense que c'est mon gros coup de cœur de ce livre-là, mais on en reparlera tout à l'heure, l'aspect des vaisseaux qui prend justement une très, très grosse partie de l'ouvrage. Et par la suite, eh bien, on arrive dans le dernier chapitre qui est comme un peu plus court, mais qui est tout de même très, très dense parce qu'il aborde beaucoup de choses et s'appelle le Rocher de Bral. Et Kim, tu as lu vraiment plus en profondeur ce petit côté-là, si tu voudrais m'en parler un peu. Oui, j'adore le Rocher de Bral, donc The Rock of Bral, comme c'est écrit dans le livre. C'est un astéroïde qui a été peuplé avec les années, au début par des pirates qui allaient là et faire des échanges et se reposer et repartir. Puis avec le temps, donc, une ville s'est carrément construite. Donc, on a vraiment cet aspect-là d'idée là, que les astres sont peuplés, les astéroïdes, les météores sont peuplés dans cette mer astrale-là. Donc, ce petit chapitre-là nous raconte l'histoire de la roche, donc comment elle a évolué politiquement, comment fonctionnent les lois ou l'absence de lois sur cette roche-là. Il y a 4 grands barons qui s'occupent de tout ce qui est clandestin, illicite. Donc, on les présente en présentant leur expertise. Donc, d'ailleurs, un flageoleur mental qui s'occupe de l'espionnage en contrôlant l'esprit des gens. Et ensuite, donc, on parle un peu de la répartition de la ville, donc la haute ville où on voit où habite dans le fond le dirigeant de la place, puis les gens riches, le milieu, on pourrait dire, qui est vraiment tout ce qui est les artisans et les marchands, donc vraiment les grands marchés, et finalement la basse ville où on a le port pour les vaisseaux qui arrivent et qui s'arriment, et les différentes dynamiques et dans le fond, comment se comporter dans chacun de ces endroits-là. Dans Spelljammer, en général, on est passé vite, là, mais la gravité, c'est vraiment comme un plan droit, sauf pour les astres assez gros, où on peut dire qu'il y a un point central, mais comme dans ce cas-là, c'est un plan qui traverse le météore, et donc de l'autre côté, en dessous, ben
on peut aussi marcher dessus. Donc, on décrit comment les prisonniers travaillent là dans les champs pour nourrir la ville. Donc, on comprend comment ils survivent. Et donc, toute cette dynamique-là, cette politique-là est présentée. Et c'est vient aussi avec une carte détachable. Donc, je la montre ici pliée, là. Mais une carte détachable où on voit le plan de la ville et le plan sous le météore. Donc, la ville, c'est Bral et l'ensemble, c'est la roche de Bral ou le rocher de Bral. Et moi, j'adore vraiment cette carte-là aussi parce que ça permet de se situer dans la campagne et si vous voulez utiliser ce setting-là rapidement. En même temps, ça donne des idées sur si vous voulez vous-même créer des astres, comment les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Voilà. Et pour faire suite à ce premier ouvrage qui est justement le guide qui était beaucoup plus pour les maîtres de jeu ainsi que pour les joueurs avec toutes les options qui étaient offertes à la construction de personnages et aussi à la construction de votre univers Spelljammer, il y a le deuxième volume de la trilogie qui vient faire son entrée et il s'agit de Boo's Astral Menagerie, où est-ce qu'on peut apercevoir sur le dessus de la version alternative le petit visage très fâché de Boo qui est un hamster, un space Giant Hamster, c'est ça le terme, je pense, c'est ça, qui sont en fait les hamsters géants de l'espace qu'on connaît très bien dans les vieux jeux de Baldur's Gate. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un bestiaire, tout simplement. C'est le bestiaire spécifique à Spelljammer dans lequel ils expliquent sur, encore une fois, 64 pages, une bonne pléthore de créatures qui vont de tous les challenge ratings, c'est-à-dire tous les niveaux de difficulté de niveau 0 à niveau 20, qui est le plus élevé proposé dans l'ouvrage, même si on sait qu'il y a des créatures qui vivent dans l'espace infini qui dépassent le challenge rating de 20. Mais c'est pas là-dessus qu'on parle aujourd'hui. On va vraiment s'aborder vraiment sur les créatures du bestiaire. De ce fait, il y en a, en fait, pour, comme je l'ai dit, toutes les saveurs. On passe de vraiment les créatures les plus communes qu'on pourrait apercevoir dans l'espace à des choses que j'avais comme jamais vues de ma sainte vie de rôliste dans un livre de Donjons Dragons. C'est-à-dire, par exemple, on en parle puis j'arrête pas de les mentionner dès que je peux, les fameux clowns de l'espace, les Space Clowns, qui sont en fait des espèces de démons, qui sont peut-être une référence en fait les clowns, l'attaque des clowns de l'espace, quelque chose comme ça, le vrai, ce vieux film de nanar des années 80 avec des clowns maléfiques. Mais tout ça pour dire que dans l'ouvrage, il y a de tout. Il y a des créatures qui sont, on va dire, très typiques à explorer, vivre leur petite vie tranquille dans l'espace infini, quasiment comme l'équivalent des animaux, en quelque sorte, les animaux qui vivraient dans l'espace, des espèces de baleines qui se déplacent dans le vide stellaire, ou même aussi des espèces, les Space Mollymock, qui sont en fait des albatros de l'espace. Mais il y a également toutes les créatures qui sont proposées dans l'ouvrage, dans le fond, le Astral Adventure Guide, c'est-à-dire toutes les personnages qui peuvent être des joueurs, les créatures qui peuvent être des joueurs, sont proposées en différentes variantes dans le bestiaire. Comme ça, ben, vous pouvez justement avoir un exemplaire de un Astral Elf. Qu'est-ce qu'un Astral Elf? C'est quoi l'équivalent de Challenge Rating si celui-ci est un commandant, si celui-ci est un guerrier ou un diplomate? Et bref, comme ça, vous pouvez vraiment, en fait, passer au travers de toutes les différentes bestioles. Vous n'êtes pas nécessairement tout le temps en conflit contre des monstres et des créatures tentaculaires. Il y a, on va dire, pas nécessairement dire monsieur, madame, tout le monde, mais il y a des humanoïdes plus communs qui vivent aussi également dans le vide stellaire et dans les différentes planètes de Spelljammer. Et il y a aussi également des créatures qui reviennent faire leur apparition, qui n'étaient pas encore arrivées à la 5e édition, mais qui étaient bien présentes dans les éditions précédentes, dont, entre autres, juste pour être sûr que je ne me trompe pas dans le nom, parce que j'ai peur de les appeler le nom des tu sais, l'espèce de sucré, c'est-tu des nanagiri, espèce de trucs asiatiques? Des Dynamo? Non, des Dynamo, mais non, c'est des Neogi qui sont en fait des créatures qui proviennent en fait de ADD, mais qui ont aussi été dans la 3e édition dans le livre sur les aberrations et qui reviennent faire leur apparition dans la 5e, finalement, des espèces d'esclavagistes qui ont l'air d'être des Zergs de Starcraft plutôt. Fait qu'il y a vraiment un peu on aborde vraiment de tous les genres. Il y a des créatures qui sont très, très originales que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont énormément de possibilités d'action, possibilités d'attaque ou possibilités d'interaction avec eux, dans le sens que même des créatures qui ont un challenge rating beaucoup plus bas possèdent
tout de même une pléthore d'actions. C'est pas juste comme slam. Ils font pas juste comme attaquer ou donner des coups de griffe. Ils ont toutes des affaires comme un peu particulières, que ce soit genre des sorts innés ou même aussi des capacités que j'avais jamais aperçues autrement. Il y a des monstres que j'avais jamais vus, que je trouve qui ont été comme inventés pour cette édition-là, que je ne connaissais pas du tout, des créatures qui ont l'air d'être une espèce de gigantesque tricératops sur deux pattes. Mais je ne vais pas nécessairement rentrer en profondeur sur chacune des bestioles, simplement pour dire que il y en a vraiment pour tous les genres. Et on retrouve aussi on va dire, des classiques de votre, on va dire des adaptations en quelque sorte des monstres très, pas classiques, mais très typiques de Donjons Dragons, c'est-à-dire par exemple les dragons qui viennent faire leur apparition en dragons lunaires et dragons solaires. Et il y a aussi une petite section au début très courte qui veulent expliquer sur comment adapter des créatures de D&D, du bestiaire de base dans le bestiaire, dans un contexte de Spelljammer où est-ce que ceux-ci, ils ont la capacité de pouvoir, ils n'ont pas besoin d'air, ou ils ont la capacité de pouvoir justement se battre dans un contexte où est-ce qu'ils sont dans une absence de gravité, entre autres choses. Et chose que je veux quand même mentionner, pour ceux qui ont peut-être déjà aperçu, qui ont peut-être déjà lu Kill the Keep Mystery, ça avait été mentionné que Donjons Dragons, tranquillement, voulait enlever comme un peu les alignements ou du moins donner une certaine nuance aux alignements. Et dans Kill the Keep Mystery, les créatures n'avaient pas d'alignement. Eh bien, dans celui-ci, ils sont comme remis, mais par contre, ils ont rajouté l'espèce de... tu m'avais fait remarquer qu'on en avait jasé. S'ils ont rajouté le mot typically. Dans le fond, ils sont typiquement loyal mauvais. Ils sont typiquement gentils. Ils sont typiquement... Mais ils ont remis justement les alignements afin de pouvoir peut-être... Moi, je me dis... Ils ont peut-être mis parce qu'il y a des créatures que tu ne sais pas si de base sont fines ou pas fines. Tu sais, il y a des créatures là-dedans qui proviennent de nulle part et tu ne les as jamais vues auparavant. Fait que tu ne saurais pas dire si c'est des créatures qui sont typiquement bonnes ou mauvaises. Fait que d'après moi, je trouve que c'est quand même une belle retouche, dans le sens que j'apprécie de pouvoir me dire de base que cette créature-là a une tangente qui est plus maléfique ou plus bénéfique selon la situation. Fait que pour ça, pour moi, c'est juste un petit quelque chose que j'apprécie quand même bien. Fait au final, c'est 64 pages de monstres de tous les genres, des monstres qui vivent dans le vide stellaire, des monstres qui vivent sur des planètes précises, des PNJ, des personnages non-joueurs que vous pouvez intégrer dans vos parties qui peuvent être du même niveau que vos personnages ou excessivement plus forts. Mais je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça sur 64 pages de longueur. Donc, le dernier livre du triptyque est l'aventure Light of Exarchis. Donc, une aventure qui se déroule en 4 actes de 3 chapitres chaque, qui nous amène, bien entendu, partout dans la mer astrale et les différentes possibilités qu'elle nous offre. Donc, l'aventure est pour les personnages, commence avec des personnages de niveau 5, et qui nous mène jusqu'à niveau 8 ou 9, si je ne m'abuse, niveau 8. Et donc, vous pouvez jouer un coffret d'initiation ou des petites aventures comme ça qui nous amènent jusqu'à niveau 5 et embarquer directement avec l'aventure de Light of Exarchis, car ça commence avec des personnages qui sont sur un monde habituel, là, soit votre monde maison ou une campagne normale ou habituelle ou connue de Donjons Dragons, pour nous amener à vivre des aventures par la suite dans la mer astrale et les contrées sauvages de l'espace. Le premier chapitre, c'est vraiment cette initiation-là. Donc, premièrement, ça prend une motivation. Votre monde natal se fait attaquer et vous quittez par plein de péripéties qu'on ne dira pas ici car nous ne sommes pas des divulgateurs et vous quittez vers l'espace pour découvrir comment fonctionne le wild space, les endroits où il n'y a pas d'oxygène et où on continue de vieillir, pour ensuite aller vers la mer astrale dans le deuxième acte et parcourir la cité de Bral, qui nous amène par la suite à découvrir un nouveau wild space, donc un nouvel univers dans le monde de Donjons Dragons, qui est le Doom Space. Et par la suite, on s'en va vers l'acte final, les grandes confrontations. Cette aventure-là touche un peu à tout. Il y a des batailles entre vaisseaux. Il y a de l'exploration un peu plus urbaine, même si c'est beaucoup plus court. Il y a beaucoup on comprend, de politique entre... en fait, c'est vraiment une quête un peu plus politique en bout de ligne, remplie de batailles pour vos joueurs. Mais le ton
je trouve, de la campagne, et il le mentionne dans les premières pages, c'est beaucoup inspiré des films de Flash Gordon. Donc, le film des années, tu me reprendras, c'est toi l'expert, des années 60, si je ne me trompe pas, 80. 80, mais les comiques des années 30. Oui, c'est ça, merci. Moi, je fais une moyenne. Donc, comiques des années 30, films des années 80. Et on pourrait dire chaque chapitre, chaque partie finit sur un cliffhanger, donc un certain suspense à l'image vraiment des séries où tout était rebondissement après rebondissement. Et il suggère vraiment de donner ce ton-là. Donc, vraiment, là, on est dans un peu plus l'extravagant, le rebondissement et le suspense. On le voit aussi, on s'entend, il y a un peu cette touche-là, là, très pulp dans les personnages qui vont être rencontrés. C'est un peu à l'image du bestiaire que Pierre-Philippe donc, vient de parler, où on va rencontrer autant donc des pirates de l'espace que des monstres beaucoup plus effrayants, que des êtres que je trouve qui sont beaucoup plus comiques ou un peu c'est un peu plus ridicule, cartoonish, oui, c'est ça, tu sais. Donc on est vraiment dans l'extravagant. Tu sais, c'est tout ou pantoute, tu sais, l'expression, tu sais, il y a rien qui est fait à moitié et ça colore vraiment cette aventure-là. Ce qui est, bon, dans beaucoup de livres d'aventure, on s'entend, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que le livre est très bien illustré, premièrement, je le trouve très joli, mais il y a aussi de disponibles des cartes pour des moments particuliers, des rencontres particulières, et je trouve qu'elle rendent très bien cet univers-là de Spelljammer. Par exemple, il y a une tour qui est sur un tout petit astéroïde. Vraiment, là, c'est une petite roche, une tour dessus, mais qui est vraiment avec des angles pas possibles. Et ces images-là, ces cartes-là, ou une ville en forme de papillon, je trouve que ça reflète bien cette idée-là on trouve vraiment de l'extravagant, des choses qui ne sont pas dans la norme, dans les univers dans lesquels on vit habituellement. Et donc, ça repousse les limites nous-mêmes dans notre imagination de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet univers-là de Spelljammer. Alors, voilà. Je ne veux pas révéler je ne veux pas divulgacher des éléments de la campagne, alors je vais arrêter là. Mais merci beaucoup, Kim. Merci de cette courte présentation qui nous laisse justement, on va dire, le plaisir de découvrir la lumière de Xerxes. Et maintenant, sans plus attendre, eh bien, il nous reste un dernier élément qui était présent dans la boîte qu'on va brièvement aborder parce que je pense que bon joueur, bon nombre de personnes fans de D&D en possèdent déjà chez soi, mais c'est tout le temps plaisant de voir un peu les différences qui sont proposées. Il y a bien sûr le DM Screen qui est maintenant spécifique à Spelljammer. Je vais vous montrer un peu rapidement pour ceux qui nous voient en visuel une version de celui que j'ai présentement pour la version alternative où est-ce qu'on peut voir un de ces fameux dieux morts qui divague dans l'espace alors qu'il y a des bestioles volantes à côté. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, brièvement, les informations qui sont nécessaires à Spelljammer, entre autres choses, des rencontres astrales, des rencontres dans l'espace, des rencontres à bord d'un bateau, comme le fonctionnement d'un bateau à bateau, comment est-ce que ça fonctionne les distances, c'est quoi les différentes tâches qu'on peut avoir sur un bateau, comme je pense que tu m'avais parlé de couper des légumes, entre autres choses. Couper des légumes, qui est un gros classique d'un navire de pirate. Il y a bien sûr mettre les niveaux de difficulté, il y a les différentes compétences sont associées à quelles caractéristiques. Chose que, par contre, il faut qu'on mentionne tout de même que je trouve intéressante. Il y a deux nouvelles conditions. Merci, c'est ça le mot que je cherchais. Deux nouvelles conditions qui sont proposées, c'est-à-dire la suffocation, qui est un peu comme se noyer, mais un peu différent, mais également, ce que j'apprécie vraiment beaucoup comme ajout, le weightlessness, qui est en fait l'espèce de déplacement en apesanteur à l'absence de gravité. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut se battre quand on est dans une situation où est-ce qu'on est en absence de gravité? Pour moi, ça, c'est un très bel ajout. Il y a des petites cartes qui représentent aussi le plan astral, dans le fond, aussi le fonctionnement de la gravité et de l'air autour d'un vaisseau. Bref, c'est un DM screen qui est très, très, très spécifique à Spelljammer que je pense que vous pouvez l'utiliser pour une autre campagne si vous souhaitez, sauf que les informations dedans vont peut-être être beaucoup moins pertinentes pour vous à ce moment-là. Mais maintenant qu'on a fait vraiment le tour, l'ensemble de ces trois ouvrages-là, le livre de base, qui est vraiment plus l'espèce de pour les joueurs et les DM, le bestiaire, l'aventure, le DM screen. Kim, qu'est-ce que tu as pensé de Spelljammer en tout et pour tout?
En tout et pour tout, c'est un mauvais jeu de mots. Spelljammer, c'est mon jam. Oh, OK. Mais pour de vrai, c'est le genre d'univers que moi, j'adore. Donc, vous me parlez de pirates ou parce qu'il y a vraiment cette touche-là dans Spelljammer, là, des pirates de l'espace. Vous me parlez d'espace. Là. Moi, je suis une fille en partant de science-fiction. On est dans le space fantasy, mais j'adore vraiment cet univers-là, cette possibilité-là. Donc, moi, j'ai été charmée. Le livre, on pourrait dire, là, qui met en place le setting, là, le Astral Adventurer Guide, donc le guide de l'aventurier astral. J'aime beaucoup toutes les explications de mécanique. Je trouve que ça... Je lisais ça et je trouvais ça inspirant. J'avais le goût de faire des batailles dans l'espace, d'aborder un autre vaisseau, de vider son cargo. J'avais le goût d'aller explorer les carcasses de Dieu. Donc, je trouvais ça vraiment inspirant comme je cherche le mot français de setting, ça me vient pas, donc comme setting, comme univers. Donc, je trouvais ça vraiment très, très, très inspirant. Je trouve qu'ils ont réussi à rendre ça. Il y a une partie de moi qui aurait aimé ça, voir peut-être des nouvelles classes, des nouvelles sous-classes, ce qu'il y a pas. Je trouve que c'est peut-être un peu la partie qui a été mise de côté. Oui, il y a des nouvelles espèces, mais c'est pas ça qui est très révélation dans le livre. Et même chose pour les backgrounds, il y en a 2, soit, mais c'est pas ça qui fait le charme du livre. Mais en général, j'ai beaucoup aimé le livre. Le bestiaire, j'aime tout le temps les bestiaires. L'aventure, je trouve que c'est encore là une belle accroche. Ça fait découvrir l'univers et il y a des pistes vers la fin qui nous suggèrent si vous voulez faire une campagne par la suite, vous pouvez aller faire ça, ça, ça. Donc, je trouve que c'est un livre d'inspiration plus qu'un un triptyque qui nous amène quelque chose de clé en main. Je trouve que pour des joueurs ou un DM, surtout, un maître de jeu, c'est quelque chose qui va vous inspirer à créer ou teinter votre campagne maison ou créer une campagne maison à partir de ça. Je trouve ça un peu moins clé en main. Et même chose, j'aurais peut-être aimé on a un exemple d'une ville sur un météore, j'aurais peut-être aimé en avoir plus, j'aurais peut-être aimé avoir des tables aléatoires pour les dieux morts, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, quel genre de dieu. Mais quand même, moi, c'est mon genre d'univers, donc j'ai trouvé ça très, très intéressant à lire. Bien, cool. OK. Et toi? Je te dirais que de mon côté, je pense qu'on va se retrouver là-dessus dans le sens que il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées de ça parce que j'aimais beaucoup déjà Spelljammer à la base pour la 2e édition. J'avais hâte de voir une nouvelle adaptation, justement. Je dirais que j'y croyais plus que ça arrivait à la 5e. Là, ça me donnait quasiment un running gag. Les gens étaient genre comme « Ah, Spelljammer, confirmé! » Mais là, pour de vrai, c'est arrivé. Spelljammer, confirmé. Et pour ma part, j'aime ça. Tu sais, on s'entend, tu me connais, on a déjà joué ensemble, tu connais un peu mon style d'animation, mon style de jeu. Je suis un gars qui aime beaucoup justement le dark fantasy, puis c'est grim, puis c'est sombre, puis il y a des donjons, puis c'est humide, puis c'est OSR. Tu sais, je serais un gars très OSR. Mais tout de même, je suis capable de dire que j'apprécie beaucoup l'espèce de touche un peu plus foufou qui est comme présent dans ces ouvrages-là. Tu l'avais mentionné quand on en avait parlé ensemble, que ça te faisait penser un peu plus des fois à Troïka. Dans le sens qu'il y a certains monstres, certaines bestioles qui sont super over the top, qui sont vraiment surréalistes, que le concept est vraiment étrange. Le fait que le mentionner qu'on pouvait comme marcher à l'envers sur des lieux parce que justement la gravité fonctionne ainsi, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand on touche l'aspect onirique, quand on touche l'aspect justement au-delà de la fantasy classique, parce que là, on est vraiment là-dedans, c'est vraiment de la science fantasy. J'apprécie que c'est pas vraiment J'apprécie que c'est pas de la science-fiction parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres de la 5e édition qui sont, on va dire, de production indépendante qui sont comme 5e édition pour de la science-fiction. Mais là, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Fait que pour ma part, j'aime ça qu'il y ait l'espèce de mix science, mais aussi magie, puis qu'il y ait des niveaux spells, mais qu'il y ait aussi justement des vaisseaux spatials, puis des déplacements et tout ça. Je trouve ça vraiment inspirant. L'aspect pirate aussi, ça vient vraiment beaucoup me chercher comme toi. Si je ferais une partie de ça, ma partie, je pense qu'il y aurait très peu d'arrêts sur des planètes. Ça serait surtout comme des déplacements dans des bateaux, puis de bateau à bateau, puis de rencontrer des astres étranges. Mais il n'y aurait pas tant de genre, on débarque sur une planète et on visite la place. Fait que pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Les vaisseaux aussi, c'est très cool. Les nouvelles races sont bien. Je suis pas comme genre, il n'y a pas rien qui a révolutionné mon genre. Même chose pour les backgrounds. Comme tu l'as dit, il y en a 2.
Des nouvelles sous-classes, pour ma part, ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais j'aurais trouvé ça intéressant. J'aurais été curieux de voir qu'est-ce qui aurait pu sortir. Mais tout de même, je suis très content. Le bestiaire aussi. Je le trouve quand même très complet pour ce qu'il offre. L'aventure aussi. Mais comme toi, là, c'est là mon gros mais. J'en aurais pris plus. J'aurais pris plus. Au pire, j'aurais pris un triptyque qui aurait été pas en boîte, mais que ça aurait été 3 gros livres qui auraient sorti sur des dates échelonnées plus séparées, au lieu de sortir tout en même temps, afin de proposer plus de contenu pour les joueurs, pour les maîtres de jeu, mais je pense surtout plus de contenu pour Spelljammer, dans le sens qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Parce que là, on a comme une base, il nous donne une base qui est très solide pour pouvoir s'aventurer dans l'espace, une base qui est très complète pour pouvoir avoir son vaisseau, le fonctionnement, même une aventure qui est proposée, comment se lancer dans Spelljammer. Mais on dirait que la construction, on va dire la construction du bâtiment Spelljammer, il est comme pas complété, puis qu'il manque comme certains éléments qui rendraient un peu l'expérience, justement un peu plus, comme tu le dis toi-même si bien, un peu plus clé en main. Pour ma part, comme toi. Mais pour autant, c'est pas du tout un mauvais produit. J'aime vraiment beaucoup ce qui est proposé. Moi, je suis un gars qui est quand même très homebrew, fait que ça me dérange pas tant qu'il n'y ait pas de grosse campagne de proposer, que ce soit une aventure, plus d'introduction. Mais j'aurais tout de même apprécié justement plus de tables, plus de possibilités, plus de rencontres aléatoires, plus de genre, générer vraiment ton monde. Un outil pour pouvoir générer son monde au complet au hasard avec des tables. Genre, OK, c'est l'environnement, ben, c'est les gens respirent du feu. OK, puis le monde a l'air d'être des humains, mais ils ont des têtes de poule. C'est juste pour dire, vraiment comme générer ton univers Spelljammer au hasard, j'aurais vraiment aimé ça. Mais c'est ça, il manque un petit quelque chose à ce niveau-là, vraiment sur le côté développement de Spelljammer. Je m'étais dit, mais en même temps, je me dis, là, tu sais, Wizards of the Coast le savent que leur produit est en OGL, sans Open Game Licence, les gens vont en sortir des plétards. Là. Dès que on est aujourd'hui le 16 août 2022, le monde va ça va sortir, il va en avoir du stock de Spelljammer qui va sortir sur la DMs Guild du Drive-Thru RPG. Là, regardez ça aller. Mais j'aurais aimé ça aussi qu'il y ait des trucs plus officiels à ce propos. Mais en même temps, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que d'ici 2 ans, ils vont faire comme campagne Spelljammer ou un nouveau livre Spelljammer. Mais pour l'instant, c'est ce qu'ils ont. Et je suis quand même très content. Pour vrai, moi, ça me donne le goût de partir en aventure dans l'espace. On part tout dans l'espace, Kim. On part dans l'espace. On part. Fait que ça ressemblerait à ça, je vous dirais. Fait que ça serait une conclusion de notre critique à 2 sur Spelljammer Adventure et Space, qui est maintenant disponible à l'achat dans votre boutique locale. Vous pouvez aller, parce que c'est sûr que n'importe quelle boutique qui tient du D&D va avoir Spelljammer, qui est quand même un très, très beau boîtier, qui a une certaine valeur monétaire, mais qui demeure aussi un très, très beau produit. Je vous dirais, ça ressemble pas mal à ça. Merci beaucoup, Kim. Merci Kim. À toi, Pierre-Philippe. Ben, ça me fait sincèrement plaisir. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Pour les personnes qui l'ont déjà, les personnes qui écoutent notre vidéo et qui l'ont déjà ou qui savent un peu déjà à quoi s'attendre, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous en auriez pris plus aussi? Est-ce que vous auriez aimé avoir d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses de l'original Spelljammer qui vous manquent, que vous auriez aimé voir adapté à la 5e? Je serais curieux d'avoir votre avis sur le produit en soi. Nous autres, on vous lit. Kim et moi, on est comme les deux qui vont dévorer les commentaires YouTube. Puis on commente tout. Fait qu'on va vous répondre. Si vous nous posez des questions, on va aussi vous répondre si vous avez des questionnements sur le produit en soi avant de l'acheter. Ça va nous faire plaisir d'éclairer votre lanterne. Pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine. Bye.